Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Me revoici donc pour reparler incendie et onduleur. Donc je vois que la vidéo a intéressé malgré quelques problèmes techniques. Alors problème technique dû à une perte d'un paramètre sur le logiciel qui me sert pour capturer les vidéos. Et je n'avais pas fait attention au départ. Et ensuite, lorsque vous avez cette saturation dans la deuxième version, c'est qu'en fait j'avais trop donné de gain au son pour le remodifier. Il y a quelques années, vous pouviez sur YouTube éditer vos vidéos, notamment au niveau du volume sonore, de mémoire, et ce n'est plus possible, l'éditeur est très limité. Donc il m'a fallu retravailler en local, et j'avais quand même relativement mal bossé sur le sujet du point de vue du son pour vous restituer. J'avais mis beaucoup trop de gains. Donc ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de refaire la même chose qu'avant, mais en mettant moins de gains sur le son. Donc vous retrouverez une vidéo sur la chaîne, la première vidéo sur la chaîne, qui sera normalement cette fois-ci, je l'espère, avec une qualité audio correcte. Bien sûr, la vidéo sera disponible sur Odyssée. Alors, petite précision, vous allez peut-être vous demander pourquoi je laisse une vidéo complète sur Odyssée, sur YouTube et non plus sur Odyssée, quoi qu'elle y sera sur Odyssée bien sûr, puisque j'ai eu d'ailleurs une remarque sur une autre vidéo. J'en profite pour entre guillemets régler mes comptes. Alors je laisse cette vidéo tout simplement parce que c'est un sujet extrêmement important, c'est la sécurité. Voilà. Bon, moi je suis je vais pas dire un maniaque, ça serait faux, mais bon, quelqu'un de très préoccupé par la sécurité au niveau électrique. Sans doute parce que mon père était pompier professionnel, bon aussi des histoires perso, mais bon, peu importe. Et voilà, c'est un sujet très sérieux, c'est un sujet sur lequel il y a aussi beaucoup de croyances, et en fait, quand on connaît le sujet un peu, puisqu'on a été victime de ces incendies professionnellement, ou qu'on a eu participé à des extinctions d'incendies de ce type-là, quand on est au contact permanent de ce type du matériel d'où peut venir un incendie, et qu'on a ces 30 ans d'expérience, voilà, on peut s'asseoir sur quand même cette expérience, ce retour, pour donner son ressenti, ce que l'on pense. Donc moi ça me semble indispensable, voilà, sur ce sujet-là, de vraiment de pas essayer de vous emmener par un trou de souris à aller sur Odyssée, mais de vous présenter le contenu. Et voilà, après à vous de voir si vous faites l'effort ou pas d'aller sur Odyssée pour voir la vidéo au lieu de rester sur YouTube. Mais voilà, c'est la sécurité, des biens et des personnes, donc très important. Alors, hier, j'ai pu discuter longuement avec la personne avec qui je suis en train de faire ces contrôles à PAV sur mon entreprise. Donc 2 semaines, quasiment non-stop, un bon paquet d'armoires électriques. Et on a parlé justement, je lui ai posé la question, toi en tant que professionnel, quels sont tes retours sur ce qui provoque les incendies d'origine électrique? Et lui, réponse numéro 1. Il m'a dit les mauvaises connexions. Et les mauvaises connexions. Règle numéro 1. Et il m'a dit, alors je lui dis, mais qu'est-ce que tu penses des courts-circuits? Parce que, voilà, nous, à chaque fois qu'on nous parle d'un incendie, dans une maison, dans une cathédrale, on nous parle de court-circuit. Il me dit, oui, ça arrive. Je lui dis, mais ça arrive, tu peux m'en dire plus? Donc c'est quelqu'un qui fait des contrôles techniques dans beaucoup de choses différentes. Et il m'a dit, ça arrive dans des boîtes de dérivation quand il y a des problèmes de connexion au niveau des dominos. Alors ça c'était pour les maisons. Voilà. Et donc je lui dis, effectivement, on nous parle d'un court-circuit, mais en fait à la base c'est un problème de connexion. Il m'a dit oui. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, à la télé, ou voire même lorsqu'on vous balance des informations, là, on vous parle de court-circuit, et le court-circuit n'est jamais la cause de l'incendie, puisqu'en amont, il y a quelque chose qui provoque le court-circuit. Et en l'occurrence, le plus souvent, ce sont les mauvaises connexions, avec ce que vous expliquez dans la vidéo. Alors, j'en ai profité pour aller un peu plus en avant sur le sujet. Je lui dis, toi par exemple, est-ce que dans l'industrie ou le bâtiment, tu as entendu ou tu as vu, tu as pu constater
des altérations de matériel électrique et notamment de câbles électriques par des rongeurs. Je lui ai dit par les rats. Il me dit, moi non, j'ai jamais vu. Il dit par contre, ce que j'ai vu, si, j'ai vu un disjoncteur qui avait été, un bon vieux gros disjoncteur qui avait été grignoté par des rats. Et il s'était arrêté juste avant l'instant fatidique pour eux. Voilà, donc alors c'est quelqu'un qui doit avoir 5-6 ans d'expérience dans le domaine pour l'instant. Mais bon, vu qu'il fait ça en permanence et que c'est son milieu, ses 5 ans d'expérience sur la sécurité électrique correspondent facilement à mes 30 ans, on va dire de façon plus généraliste, et dans une seule entreprise, et sur un seul lieu. Donc voilà, moi je voulais démystifier un peu cette thèse et cette légende de l'incendie qui se produit comme ça, inopinément, de façon impromptue, incompréhensible, et qui serait la cause des incendies de cathédrales ou de maisons, ce que vous voulez. Il y a une cause en amont. Si votre installation est correctement faite, si régulièrement, allez, supposons, une fois, enfin, au bout d'un an ou deux après la construction de votre maison et le passage de l'électricien, vous faites un resserrage partout. Vous le faites faire par un pro, bien sûr, mesure de sécurité. Si une fois tous les 5 ans, vous repassez derrière, vous faites un petit contrôle en coupant le disjoncteur, bien sûr. Si vous tirez sur les fils des borniers des appareils, pour voir si ça vient pas, par exemple, parce qu'au serrage, des fois, il y a ce phénomène qui se produit, en serrant, vous chassez un des deux conducteurs qu'il y a dedans. Si vous faites ça, voilà, ben, globalement, déjà, vous avez évité la plupart des choses. Alors, bien sûr, très important, les bonnes protections, les bons calibres de protection, et les bonnes sections de fil. Parce qu'il est évident que si vous avez par exemple un passage de 25 ampères sur un conducteur de 1 carré, la règle étant de 5 ampères par millimètre carré, vous allez comprendre que le câble va très rapidement monter en température si vous êtes à l'intensité nominale. Et donc, si vous êtes calibré à 25 ampères sur le disjoncteur, avec un fil 1,5 carré, alors je dis 25 comme ça à la louche, vous avez votre fil qui va monter en température et ça pourra effectivement provoquer un incendie. Mais sur une installation correctement faite, alors c'est pareil là maintenant, dans les maisons, il paraît que voilà, tu peux mettre un 5 carré sur les prises de courant. Alors une chose que m'a dit le technicien, il m'a dit que par exemple tu prends un disjoncteur 10 ampères. Donc 10 ampères avant, tu mettais ça sur les éclairages. Maintenant, est-ce que ça justifie sur l'éclairage, étant donné qu'on est avec des LED avec beaucoup moins de puissance? Ça, c'est un débat. Et les choses évoluent techniquement. Et il m'a dit, un disjoncteur 10 ampères va pas forcément sauter à 10. Hein. Parfois, si tu veux, tu as une latence. Voilà, tu as un temps de déclenchement. Et il dit, moi, à la limite, je préférais un truc qui déclenche à 15, mais tout de suite, plutôt qu'un truc qui déclenche à 10, et on ne sait pas trop quand, ou plus tard. Ça laisse le temps. Donc il y a effectivement ce mécanisme d'inertie donc qui est intégré dans la conception du matériel et qui est connu. Hein. Il y a des classes pour ça dans le matériel, il y a des définitions qui vous disent voilà à quel moment ça doit se produire en fonction d'eux. Donc voilà là, un peu cette démystification du court-circuit. Un court-circuit ne se produit jamais seul. Il faut soit un manque de contrôle, soit une opération mécanique, soit instantanée, un bulldozer qui va foutre un coup de pelle dans une tranchée, ou éventuellement vous allez couper 2 fils en même temps avec une même pince. Bonjour le travail. Enfin voilà, il faut une action ou alors une usure progressive avec une pièce qui sera en mouvement auprès des conducteurs et qui vont frotter sur le conducteur, ou alors des câbles qui seront en mouvement autour d'une articulation. Et petit à petit, ces câbles vont s'user au niveau des efforts mécaniques. L'isolant va également craquer un peu, et puis un conducteur peut en toucher un autre, et là vous aurez un court-circuit. Mais normalement, si votre installation est bien faite de partout, vous aurez les disjoncteurs, les protections qui devraient faire le boulot. Si tout a été conçu dans les règles de l'art. Alors concernant ces incendies, chose que j'avais pas mentionné et qui m'est venue parce que les choses vous viennent par la suite, parce que quand tu fais une vidéo comme ça, tu te dis tu veux creuser, tu veux essayer d'étaler un peu tout ce que tu sais, et puis il y a des choses forcément auxquelles tu n'as pas pensé. Mais même si j'avais pris une semaine de plus, je n'aurais pas forcément pensé à ça.
Et vous avez quelque chose à l'écran qui est intéressant. Alors, vous avez deux choses qui m'intéressent à l'écran, c'est sur cette photo-là. Alors, je ne vais pas faire de zoom, mais c'est celle-ci, l'incendie dans votre logement peut être évité. Ce qui est vrai, je suis en 100% d'accord. D'ailleurs, au passage, sans rester dans les risques électriques, une chose que je vous conseille à tous, c'est d'avoir des extincteurs dans votre maison. Vous allez dans une boutique en ligne, vous prenez, vous achetez 3 extincteurs, alors un truc d'1 kilo, et que vous répartissez à plusieurs points de votre maison, là où vous bricolez bien sûr, et puis dans 2 endroits stratégiques de votre maison. Un souvent vers la cuisine, vous comprendrez pourquoi, et puis un autre, pourquoi pas, dans votre coin de nuit, sait-on jamais. Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est une multiprise, et puis des petites alimentations type alimentation de téléphone. Alors, une des choses que l'on peut voir, c'est souvent la surcharge d'éléments connectés sur une multiprise qui est faite pour recevoir un certain nombre d'appareils, mais également pour supporter une certaine charge. Et si vous dépassez cette charge, ou si vous flirtez avec la limite avec cette charge, vous allez avoir des phénomènes d'échauffement. Et de ce fait, sur ce genre d'appareil, c'est un risque supplémentaire d'incendie. Mais je voudrais aussi, par exemple, vous prenez l'exemple à droite. On voit cette image là. Alors je ne sais pas si c'est un montage, si c'est naturel. Vous prenez cette image où vous voyez des multiprises qui s'enclitent directement vers une prise. Vous avez là typiquement le genre de connexions qui sont très mauvaises. Vous êtes plus sur des prises avec la terre. Et de ce fait, vous avez une prise qui est, vous savez, cette simple prise sans la terre, là, que vous embrochez, et sur lequel parfois on peut appliquer une traction sur le fil qui fait que le contact à l'intérieur de la prise va être imparfait. Donc vous allez créer une surface de contact réduite et vous allez aller vers de l'échauffement. Donc très important également, ces prises en général, vérifiez-en. Il ne faut pas que les fiches aient de jeu possible ou qu'il y ait des formes mécaniques dans vos prises. C'était au passage, l'image m'a fait réfléchir à ça. Mais je voulais revenir sur ces petits chargeurs de smartphone et autres. Par expérience, et ça s'est produit dans ma famille en Espagne, une nuit, alors qu'un appareil était en charge, ce type d'appareil-là a littéralement pris feu et je ne sais pas par quel miracle, ma famille s'en est rendu compte et en fait l'incendie a été maîtrisé juste à temps, juste avant qu'il y ait autre chose. On peut qualifier ça de miracle. Donc ces petits appareils dont nous sommes inondés dans une maison, d'ailleurs qui sont des véritables saloperies et des passoires à pollution dans votre circuit, dans votre maison, parce que voilà, il n'y a pas de filtrage ou très peu, et donc ça remonte chez vous. Ça, j'ai pu l'expérimenter maintenant dans le domaine radio. Ces petits chargeurs-là, un grand conseil, achetez de la qualité. Voilà, ne mégotez pas, ne cherchez pas le premier prix, tendez vers la fiabilité et la sûreté, même si le prix, ça sera 4 fois plus. Voilà. Ce sont des appareils, ce sont des dispositifs souvent qui sont très légers, très légers du point de vue de la sécurité interne. Et de ce fait, il peut arriver ce qui se produit là. Je vous le dis, j'en ai été, on va dire, témoin. Je l'ai vu l'appareil, on me l'a montré. Donc. Et voilà, ça faites-y gaffe. Autrement, qu'est-ce que je voulais vous dire dans le complément sur ces phénomènes d'incendie dans les maisons? J'avais bien un petit truc. Ah oui, là on voit compteur Linky incendie. Là, vous connaissez le problème, c'est une réalité. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est une réalité. Il y a toujours eu des compteurs qui ont pris feu, Linky ou pas. Ça, c'est un premier truc. Deuxième chose, il semblerait quand même qu'avec Linky, il y ait une hausse du nombre de problèmes dus à ce compteur dans le cas des incendies. Alors, c'est des incendies dont ne devraient pas se produire, puisque je vous l'ai dit, un incendie ne se produit pas par hasard. C'est soit matériel inadapté, soit mauvaise pose. Donc, dans mauvaise pose, je rajoute mauvais serrage.
mauvaise connexion. Sur les compteurs Linky, il y a la super vidéo, super chaîne de notre ami, je me rappelle plus trop le nom, enfin une chaîne monumentale, où le mec, enfin voilà, un calibre, sur lequel j'avais fait un débunkage un peu de sa première vidéo sur le Linky, et j'avais mentionné quelques points faibles, et puis il avait dû la reprendre peut-être 1 à 2 fois sa vidéo, parce qu'il avait dû se faire un peu charger, et donc il avait préféré améliorer sa vidéo. Ce qui fait que, enfin, c'est une chaîne et une vidéo de très très grande qualité. Hein. C'est pas moi, de là où je me trouve, qui vais faire la critique, on va dire, style des critiques pour critiquer. Voilà, je voulais juste faire quelques remarques sur sa vidéo, sans, voilà, comme vous pouvez en faire au sujet des miennes, sans que je prenne, on va dire, la mouche. Donc vous avez ce fameux compteur Linky, je connais personnellement des, voilà, enfin, des cas de figure autour de chez moi, j'en connais un personnellement, où la baraque a pris feu alors que les gens n'étaient pas là, et à cause du compteur. Alors la cause, conception et mauvaise connexion. Voilà, donc c'est toujours la même chose. Je voulais maintenant aussi revenir sur sur ces fameux sources onduleurs qui a brûlé dans l'usine, dans la ferme à serveurs, dans le data center d'OVH, où l'un d'entre vous a mentionné le fait que, alors j'ai pas eu confirmation, on va prendre ça comme une supposition, une hypothèse, que c'était suite à une intervention de maintenance, ça c'est ce qu'on a pu lire, et que des ventilateurs de refroidissement qui sont à l'intérieur et sur la carcasse de l'appareil, d'un des onduleurs, avaient été montés à l'envers. Et donc, ça aurait provoqué une surchauffe. Alors, j'aimerais vous faire part de mon expérience sur le sujet. La première chose, c'est que lorsque vous montez des appareils de ventilation, des ventilateurs, type marque Etri ou autre, dans une armoire, il y a un sens de circulation d'air. Voilà, vous aspirez par le bas et vous soufflez par le haut. Enfin bon, voilà. Il y a, mais globalement, comment vous dire ça, que des ventilateurs soient branchés à l'envers ou à l'endroit, soit tu souffles, soit tu aspires dans l'armoire ou dans le coffret. Donc tu provoques une circulation d'air, donc tu provoques une évacuation de la chaleur. Ça c'est le premier point. J'ai vu des armoires électriques avec des ventilateurs faits pour évacuer la chaleur, HS. J'en ai vu, voilà, ça c'est. D'ailleurs, c'est un des trucs qui sont contrôlés par APAV notamment. C'est voir si les ventilateurs tournent. Et ça n'a jamais provoqué d'incendie, sauf dans les. Enfin, ça n'a jamais provoqué d'incendie. Ça fait monter la température dans l'armoire. Et très souvent d'ailleurs, avant que se produise un incident plus important, vous commencez à avoir des bizarreries du point de vue du fonctionnement de la machine, des pannes, des aléas qui sont provoqués parce que la montée en température perturbe le fonctionnement de diverses cartes électroniques ou diverses choses informatiques qui sont dans l'armoire. Voilà, donc rappelez-vous par exemple sur vos ordinateurs, lorsqu'il y avait le petit ventilo qui était cuit sur votre ordinateur, sur le CPU qui était bloqué, votre ordinateur prenait pas feu. Ce qui se passait, c'est que votre CPU monte en température et puis votre ordinateur se crachait. Et vous redémarriez jusqu'à ce que ça se recrache. Et très rare même le cas où une CPU était cramée, quoi. Mais un ventilateur grillé dans une armoire, avant que se produise un incendie, vous allez voir certainement d'autres choses. Moi, c'est mon expérience. La chaleur en été, c'est un véritable ennemi dans les installations électriques. Et pour preuve, maintenant dans les armoires qui sont situées à des endroits où il fait plus chaud, c'est-à-dire en hauteur, et que la chaleur monte, dans ces armoires-là, ou dans ces armoires où il y a beaucoup de matériel qui fait que la température monte dans les armoires, vous vous contentez pas seulement de mettre des petits ventilateurs et même d'en mettre un par porte pour souffler ou aspirer l'air. Vous mettez des blocs clim, voilà, c'est absolument, c'est de plus en plus fréquent, des blocs clim pour maintenir la température sous les 30 degrés dans l'armoire. D'ailleurs, ce qui provoque d'autres problèmes, parce que top sauve en panne, et puis phénomène, vous savez, d'égouttement, de suintement de flotte, c'est assez compliqué, de maintenir une armoire à température. Donc,
la montée en température par panne de ventilateur, je trouve ça un peu hard. Même montage à l'envers, je trouve ça un peu fort de café. Supposons même que vous ayez deux ventilateurs et que les deux soufflent à l'intérieur ou les deux aspirent ou vice versa. L'air a toujours un endroit par où circuler, si tu veux. Si tu as un ventilateur qui souffle, les deux qui soufflent à l'intérieur, alors qu'il y en a un qui devrait souffler et l'autre aspirer, ou voire même un seul qui souffle et puis une autre ventilation libre sans ventilateur, l'armoire, il y aura toujours une non-étanchéité par où l'air va s'infiltrer, plus ou moins bien, qui fera que tu auras une circulation d'air. Ce qui fait que le truc ne se produira pas comme ça du jour au lendemain et en si peu de temps suite à une intervention. Alors la deuxième chose qui me laisse un peu perplexe, c'est quand vous entrez sur des matériels, on va dire, qui sont des matériels quand même spécifiques, vous avez systématiquement à l'intérieur des capteurs qui mesurent la température du système, bon, en l'occurrence de l'onduleur, et qui vont vous renvoyer des défauts, des alarmes, et au cas échéant, qui devraient mettre l'appareil en sécurité au bout d'un certain temps s'il n'y a pas eu d'intervention pour pallier au problème. Alors, ce que ça me fait dire, c'est que pour qu'on arrive à un onduleur de ce type industriel à prendre feu parce qu'il y aurait eu une mauvaise opération de maintenance, il faudra à mon sens une cascade d'événements et non pas un seul événement pour en arriver là. Il faudra à la fois une défaillance des dispositifs de contrôle interne de température, interne de signalisation et de protection et de coupure, en plus des systèmes de ventilation qui soient défaillants. Voilà, pour moi, voilà, un seul élément ne peut pas le justifier. C'est comme le court-circuit lui-même, dans votre domicile, le court-circuit, tout seul ne peut pas apparaître, il faut une cascade de choses au préalable avant que ce court-circuit apparaisse. Alors, reportons ça à nos maisons, parce qu'en fait, ce dont il s'agit, notre domicile, moi je vais répéter les consignes de base. Ça va être des consignes, vous prenez ça un peu comme... ça peut être infantilisant, de s'entendre répéter les mêmes choses. Je pense qu'en fait, si vous êtes sur la chaîne, c'est que vous n'êtes pas électricien, voilà, très souvent. C'est que vous n'avez pas cette expérience, que vous avez peut-être aussi cette peur d'électricité que vous devez avoir, c'est qui est justifiée, ou au contraire que vous vous sentez trop à l'aise, alors que finalement c'est quelque chose de relativement dangereux. Toute énergie est dangereuse, la vapeur, l'eau sous pression, l'air comprimé, enfin toutes les énergies sont dangereuses. Donc je vais vous répéter un peu les fondamentaux. Le premier, serrage connexion. Alors pas sur serrage, le serrage qui va bien. Contrôle 1 an après le passage de l'électricien si c'est une maison neuve ou si l'installation a été faite. Donc vous n'êtes pas compétent, vous faites appel au professionnel qui lui va faire ça dans les règles de l'art. Si c'est vous qui prenez la décision de le faire, vous prenez toutes les sécurités d'usage, vous tombez le disjoncteur général de la maison. Si vous avez du photovoltaïque, vous isolez tout au niveau photovoltaïque, vous protégez tout, vous avertissez tout le monde dans la maison, vous signalez sur les appareils que vous êtes en opération de maintenance, et puis vous prenez le temps de faire les choses correctement, en vérifiant le contrôle des connexions. Alors, quel est le bon serrage? Quel est le bon serrage? Ça, c'est une vraie question. Donc un serrage, déjà, ça ne se fera jamais à deux mains. Voilà, vous ne ferez jamais un serrage à deux mains. Il faut avoir le bon tournevis. Si c'est un serrage sur une connexion avec une vis cruciforme, il faudra avoir un tournevis cruciforme. Il vous faudra avoir le tournevis qui correspond pile poil à la tête de la vis que vous voulez serrer. Plus petit, vous allez niaquer votre vis, vous n'allez pas avoir le bon couple de serrage. Trop gros, vous n'arriverez pas non plus et vous n'arriverez pas à tourner. Et vous allez peut-être saloper la tête de vis. Ensuite, le couple de serrage, vous n'avez pas besoin d'avoir un appareil, vous prenez votre tournevis normalement, alors ça dépendra de la hauteur, si vous êtes en hauteur, vous allez faire comme ça, si vous êtes plus bas, vous allez... Et puis vous appliquez un couple normal jusqu'à ce que vous sentiez qu'au-delà de ce couple, le tournevis va ripper dans la tête de vis, ou vous, pour serrer un peu plus, ou alors vous vous dites, tiens, pour serrer plus, il faudrait que je m'y mette à deux mains.
Voilà, ben vous vous arrêtez avant ces deux stades-là. Et de toute façon, vous verrez, hein, voilà, vous serrez, vous serrez, vous serrez. Ne serrez pas trop, ne cherchez pas à faire trop le bourrin, parce que vous allez potentiellement casser vos bornes à le faire, que ce soit sur vos disjoncteurs, sur vos contacteurs, sur vos relais, sous vos portes fusibles. Voilà, vous allez risquer de péter, voire même d'écarter les plastiques qui entourent l'appareil que vous êtes en train de resserrer. Et puis dans les bornes elles-mêmes, si par exemple vous êtes sur des bornes Entrelec, c'est la marque qu'on a dans l'industrie, qui sont sur, vous allez mettre sur du riding, ben, si vous serrez trop, à un moment donné, vous verrez, les bornes vont s'espacer, puisqu'à l'intérieur, vous avez des parties en ferraille, qui sont protégées les unes d'entre elles par les éléments plastiques superposés que vous allez encliquer les uns aux autres et sur le rail, et tout ça va avoir tendance à s'écarter. Donc ça, faites attention au couple de serrage, juste ce qu'il faut et pas trop. Ensuite, tirez sur les fils. Voilà, tirez sur les fils. Alors, vous ne pendez pas dessus, une seule main suffit. Hein, voilà, vous effectuez une traction correcte, et là, vous allez vous assurer qu'il n'y a aucun fil qui s'échappe. Ensuite, et peut-être même au préalable, ne dépassez jamais 2 fils dans une borne. Et évitez à tout prix des conducteurs de sections différentes. Ça, c'est une source de problème. D'ailleurs, c'est une source de problème parce que ça va poser problème également. Conducteurs de sections différentes. Si en amont, la protection que vous allez avoir en amont, elle va être faite, si elle est faite pour le plus petit conducteur, ça ira parfaitement. Si elle est faite pour le plus gros conducteur, si le courant passe par le plus petit conducteur, et voilà, vous avez un risque d'échauffement au niveau de votre câble électrique, et ça pourrait être la cause de votre incendie. Donc voilà, serrage connexion, serrage connexion, serrage connexion. Ensuite, le truc, moi c'est quelque chose que j'ai envie de m'acheter personnellement. C'est quelque chose dont j'envisage l'achat, je ne sais pas quand. C'est quelque chose peut-être dont on peut mutualiser l'achat, hein, voire, mais c'est une caméra thermique. La caméra thermique, c'est vraiment en termes de sécurité électrique, c'est l'arme de guerre, quoi. C'est le bazooka, c'est le truc. Avec ça, tu es sûr de faire mouche. Vous passez un petit contrôle une fois par an, partout où vous savez que, et en plus, ça peut vous servir dans votre maison pour contrôler l'étanchéité de vos fenêtres, de vos portes, voir les ponts thermiques que vous avez, si vous avez, voilà. Mutualiser, les premiers prix, c'est dans les 300 balles. Alors, pour information, en retour d'un professionnel d'expérience, vous avez les premiers prix en caméra thermique Bosch, qui ne sont pas du matériel top niveau par rapport à ce que peuvent utiliser des entreprises spécifiques et spécialisées dans la sécurité, fonctionnent très 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 bien. D'ailleurs, tiens, on va voir ce qu'il y a. On va regarder ce qu'il y a. Il y a quand même caméra thermique Bosch professionnelle. Voilà, bah là vous avez déjà 328 balles chez Mano Mano. Voilà, vous avez, pour moi, vu le service rendu, franchement, c'est pas du luxe. Voilà, contrôle thermique, c'est pas mal. À défaut, un petit pistolet, comme je dis, pointage laser, là, avec une diode laser, pistolet. Pistolet thermique, voilà, un petit truc comme ça. Alors thermomètre, bon là vous avez quand même, vous avez vu la différence de prix, je passerai sur la caméra. Sinon vous avez le truc, et ce que vous allez trouver sur Amazon hein, dans ces prix-là, ou à Conrad ça sera le même prix. Vous avez le pistolet thermique qui fera bien le boulot, seulement lui il mesure un point précis. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise dans l'industrie également, hein, pour contrôler les températures, par exemple, de produits qui doivent être chauds, hein, ou sur des tuyauteries spécifiquement sans avoir la caméra. Ça fait super bien le boulot. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos où je mesurais la température sur les panneaux solaires. Alors, il faut quand même se méfier parce que la température, en fonction de l'élément, de la matière et de la réflexion lumineuse de l'appareil sur lequel vous allez mesurer la température, il va y avoir une tolérance, voilà, par rapport à la température. Mais ce qui nous intéresse, nous, en sécurité électrique, ça va être l'ordre de grandeur. Considérez qu'un appareil qui arrive à 55-60 degrés,
c'est qu'il commence à se passer quelque chose. Voilà. Quand vous êtes à 100 degrés, là ça commence, voilà, vous allez avoir un problème. 55-60 degrés, vous allez créer des problèmes, ou un problème va se créer. À 100 degrés, le problème est certain. Moi, les 100 degrés, par exemple, sur les pistolets thermiques, que ce soit avec caméra ou autre, j'ai vu ça sur des cartes électroniques, avec des grosses résistances, sur des cartes électroniques qui servaient d'interface entrée-sortie, alors certainement très mal conçu, je le conçois, mais j'ai vu ça sur, voilà, et ce qui se passait, quand tu voyais ces températures-là sur les résistances, au bout d'un moment, la résistance noircissait, la chaleur se diffusait au circuit imprimé, et puis le circuit imprimé noircissait, et au bout d'un moment, tout lâchait, quoi. Ça n'a pas provoqué d'incendie. Mais là, quand vous êtes à 100 degrés, vous êtes pas loin de la correctionnelle. Et puis au-delà, vous n'êtes pas, c'est pas que vous êtes loin de la correctionnelle, c'est que le truc est en cours ou imminent. Voilà, mais gardez bien en tête cette valeur. 55 degrés, 50 degrés, bon, on est là déjà, mais 60, c'est vraiment une frontière sur laquelle vous devez vous poser une question. Il y a un problème très sérieux qui va poser des désagréments. Voilà, c'était une deuxième vidéo sur la sécurité, c'est des choses dans lesquelles j'ai déjà parlé. J'en reparlerai sans doute. Un conseil donc aussi, hein, je reviens dessus, la sécurité, lorsque vous intervenez, prenez toutes les mesures pour vous. Ne travaillez pas sous tension, hein, n'allez pas mettre les doigts sous des appareils près des endroits qui sont sous tension. Coupez votre disjoncteur principal, domicile, isolez, tournez tous les disjoncteurs dans la maison, faites un contrôle. Ne faites pas confiance au disjoncteur, par principe. Quand vous tombez le jus sur un disjoncteur sous lequel vous devez travailler, que ce soit même le principal de la maison, faites un test. Faites un test. Alors testez votre appareil au préalable avant de couper le jus. Cet appareil devra vous indiquer que vous avez 220 volts sur une prise. Alors 220 volts, des fois il y en a qui disent ouais, c'est pas du 220 volts. Oui, alors c'est entre 220 et 240 volts. Faites un contrôle, ça doit vous donner la tension. Ne changez rien à votre appareil, tombez le disjoncteur et revérifiez. Voilà, ne travaillez jamais sans avoir vérifié qu'il n'y a vraiment pas de tension. Une autre solution, par exemple, si vous n'avez pas de testeur, vous prenez un appareil électrique que vous savez 100% fiable, vous le mettez sur une prise qui est sous votre appareil, si c'est possible, si c'est un endroit, vous le testez, la lumière s'allume ou la perceuse démarre, et puis vous tombez le disjoncteur et vous refaites un essai. Et toujours après avoir tombé, vous condamnez, vous mettez bien quelque chose qui empêche de réarmer et vous indiquez, vous signalez bien tout ça à toute votre famille. Voilà, alors je sais, c'est très chiant, c'est le genre de vidéo, mais j'y tiens absolument. Protégez votre maison, protégez-vous, protégez votre famille, et parce que voilà, si on fait une bourre, on peut le payer très cher. Allez les amis, à très bientôt, et peut-être allez-y de vos commentaires, de vos expériences personnelles. On est là pour ça. Vidéo qui restera bien sûr en ligne sur cette chaîne, puisqu'on parle de sécurité, qui sera sur Odyssée évidemment. Allez, à plus.